Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de veille technologique dédié à la fabrication additive. C'est encore un webinaire que vous propose la cellule intelligence économique d'IPC, le CTI de la filière plasturgie et composite. Ce webinaire s'inscrit dans une série dont le programme vous est présenté ici. Le premier webinaire de cette année a traité de l'aéronautique et il est déjà disponible en replay, comme ceux des années précédentes d'ailleurs. Et si vous l'avez manqué, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Alors, nos webinaires de veille ont pour but de rendre compte des tendances que nous pouvons observer sur les sujets d'intérêt pour les industriels de la plasturgie et des composites, et qui sont réalisés donc à partir des informations que nous publions sur notre plateforme de veille Polymédia. Le sujet d'aujourd'hui est donc celui de la fabrication additive, et c'est un sujet très vaste que nous avons choisi d'aborder sous 4 angles. Sous l'angle économique d'abord, avec une première partie sur les chiffres et les marchés de la fabrication additive aujourd'hui. Sous l'angle stratégique, avec une deuxième partie centrée sur les grandes tendances observables sur le marché et en R&D pour la fabrication additive. Sous l'angle technologique, enfin, avec une troisième partie dédiée aux innovations dans le domaine de la fabrication additive polymère. On va parler de technologie, de matériaux, mais également d'équipements et de services. Et puis, on va, dans une quatrième partie, traiter des autres matériaux. On parlera de fabrication additive métal, bien sûr, mais aussi d'impression 3D céramique et d'impression 3D béton, pour finir. Tout ça pour illustrer l'industrialisation de la fabrication additive et de sa mise à l'échelle. L'ensemble des informations présentées, mais bien plus encore, sera disponible dans quelques jours dans un rapport d'analyse qui va être publié sur notre plateforme de veille et que vous pourrez télécharger pour y abonner. Dernière chose encore, ces informations sont celles qui ont, enfin, le résultat de cette étude qui vous est présentée a fait l'objet, correspond aux informations qui ont été publiées et à une recherche, une synthèse qui a été publiée à partir des informations publiées depuis janvier 2022. Alors, entrons dans le vif du sujet pour commencer par les chiffres et les marchés. Si la fabrication additive n'est plus considérée comme une technologie émergente, elle montre des signes de croissance toujours importants et robustes, mais aussi des signes d'expansion dans de nouveaux secteurs, de nouveaux marchés et pour de nouvelles applications. En clair, elle s'industrialise. C'est ce que montre cette courbe de hype que propose la filiale Hubs de Protolabs dans une étude qui a été publiée l'année dernière et dont vous retrouverez le lien, comme d'ailleurs c'est le cas pour toutes les images présentées sur les slides. Eh bien, vous retrouvez le lien sur les slides directement dans les images. Il y a quelques années, lorsque les premiers brevets sont tombés dans le domaine public, on a destiné la fabrication additive polymère plutôt au consommateur final, au point où des imprimantes 3D de bureau bon marché étaient proposées à la vente à côté des imprimantes classiques dans tous les supermarchés. Désormais, l'intérêt pour la fabrication additive polymère se trouve dans les usines de production, dans lesquelles elle s'impose dans le processus de fabrication des pièces et comme un moyen de production comme un autre. Ce n'est plus seulement un moyen de faire du prototypage. Les développements dans les technologies et les matériaux lui permettent de dépasser son rôle donc de prototypage fonctionnel et de devenir une solution viable pour des pièces d'utilisation finale et pour des productions en série. Donc plutôt évidemment des productions en petite série. On va rentrer dans le détail par la suite. De nombreuses études de marché existent pour le secteur de la fabrication additive, qu'elles soient publiées par des cabinets de conseil spécialisés en fabrication additive ou non. Certaines de ces synthèses sont disponibles sur notre plateforme de veille Polymédia et donc
notamment les deux dont sont extraits les graphiques ici présentés. Et donc, vous pouvez télécharger et récupérer ces études ou leur synthèse depuis notre plateforme de veille. Alors, au global, évidemment, les chiffres présentés par toutes ces études varient en fonction des champs d'activité pris en compte. Est-ce qu'on parle de technologie, de matériaux, de logiciels, de services, de certaines de ces activités ou de toutes? En tout cas, toutes concordent et prévoient une forte croissance du marché de la fabrication additive dans la dizaine d'années qui vient. Alors, j'ai pris en exemple un premier graphique à barre réalisé par un cabinet de conseil spécialisé, donc qui a AM Power, et qui a évalué le marché comme vous pouvez le voir, donc marché de la fabrication additive métal et polymère, à 8,33 milliards de dollars en 2021, avec une prévision d'un marché porté à un peu plus de 19 milliards de dollars en 2026, ce qui représente un taux de croissance annuelle composé de plus de 18%. D'autres études tablent sur des taux de croissance un peu plus bas, où certains même vont jusqu'à 24 ou 25%. Ce qui est intéressant ici de voir, en dehors des chiffres, c'est que la plus forte croissance du secteur concernera le segment de la production des pièces imprimées, donc plus que le segment des matériaux ou celui des machines et équipements pour la fabrication additive. Le deuxième graphique est lui issu d'une étude prospective d'un cabinet de marché qui traite de la fabrication additive polymère exclusivement cette fois et pour la période 2023-2033. Là, il s'agit de voir quelles sont les croissances envisagées pour la fabrication additive polymère en fonction de la forme de la matière première, donc poudre, filament, et principalement. Et puis, poudre et filament thermoplastique, et puis évidemment résine photopolymère. Donc, on voit qu'il y a une croissance plus importante prévue pour le marché des poudres et pour les technologies également de photopolymérisation et de frittage, évidemment, plus que pour donc les procédés de dépôt de matière comme le dépôt de fil. Poursuivons par les marchés principaux de la fabrication additive. Les 5 marchés les plus importants sont chacun illustrés ici avec un exemple récent d'application publiée sur Polymédia, notre plateforme de veille. Donc c'est pareil, les différentes études classent ces différents marchés différemment, mais de toute manière, on retrouve à chaque fois les marchés principaux et les plus précoces de la fabrication additive dans les premières positions. Alors, on a donc, comme j'ai pris les 5 premiers marchés, dont la plupart sont des marchés précoces de la fabrication additive. Donc, les premiers marchés qui ont utilisé et exploité la fabrication additive, notamment métallique. Eh bien, on a le secteur des pièces et de l'industrie, des pièces industrielles, des pièces mécaniques pour l'industrie, les secteurs de l'aérospatial et de l'aéronautique, celui de l'automobile, le secteur médical et des dispositifs médicaux, et puis également le secteur des biens de consommation. Donc, ils ont chacun des spécificités et particulières avec des matériaux utilisés, des technologies préférentielles. D'abord, le marché de l'industrie et des pièces mécaniques. Donc, c'est un marché où la fabrication additive est particulièrement utilisée pour améliorer notamment les outils de production. Donc, à titre d'exemple, ici, une pièce de préhenseur imprimée pour un robot industriel en 2022.
marché aéronautique et aérospatial exploite beaucoup la fabrication additive métallique et de nombreuses pièces métalliques équipent désormais les avions utilisés tous les jours. Pour illustrer ce marché, je vous propose une photo d'un satellite coréen qui a été envoyé en orbite en janvier dernier par une fusée SpaceX et qui est depuis en activité. Le marché automobile est le troisième marché qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, la fabrication additive est bien implantée dans le sport automobile. On n'est pas tout à fait dans le marché automobile grand public, mais dans le sport automobile. Et principalement pour produire et livrer rapidement des pièces détachées sur les circuits pour les véhicules donc, de sport. Dans l'industrie automobile, revenons-en, proprement dite, il y a moins d'applications dans la production de série, principalement en raison de la faible productivité des procédés comparés aux procédés traditionnels, évidemment, tels que le moulage par injection. On prend juste la fabrication additive polymère. Les technologies d'impression comme le frittage laser sélectif, le SLS, ou la fusion AG multiple MJF, sont cependant déjà bien utilisées pour la production de composants intérieurs de véhicules. Par exemple, il y a General Motors qui a fait imprimer l'année dernière 60 000 joints pour spoiler avec le procédé multijet fusion. Ici, j'ai choisi d'illustrer ce marché par une voiturette. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule intégralement imprimé, une voiture italienne de la société Xev et qui a été commercialisée en France en 2022. Le marché des dispositifs médicaux. Maintenant, donc la possibilité de produire des dispositifs médicaux personnalisés a depuis longtemps fait du secteur médical ou des marchés des dispositifs médicaux un des marchés de prédilection de la fabrication additive polymère. Et aujourd'hui, l'une des plus importantes applications est notamment la fabrication d'appareils auditifs personnalisés qui représentent, selon Materialise, donc la fabrication additive des appareils auditifs, c'est apparemment 99% aujourd'hui des appareils auditifs vendus sur le marché. Aujourd'hui, l'évolution de la réglementation de la FDA, notamment concernant les dispositifs médicaux imprimés en 3D et produits sur les lieux de soins, donc sont autorisés comme utilisation, les pièces imprimées directement sur le lieu d'utilisation. Et cela abaisse un obstacle pour la fabrication additive dans le médical. On a la possibilité d'avoir de la personnalisation directement dans les hôpitaux maintenant. La personnalisation, par exemple, d'attelles, comme celle qui est présentée ici et qui correspond à des attelles sur mesure imprimées lancées en 2022 par la société Skincast. Et puis pour finir, eh bien, on a le marché des biens de consommation avec un exemple, une chaussure, parce que c'est peut-être le marché qui a le plus exploité aujourd'hui de manière large et pour des fabrications en série, les possibilités offertes par la fabrication additive. Et une des premières chaussures a été produite par Adidas déjà en 2018 et c'était 100 000 paires qui ont été produites pour cette paire de chaussures Adidas. Depuis, eh bien, les applications de semelles, qu'elles soient orthopédiques ou non, de chaussures de sport se sont multipliées. Et donc, ce sont, comme je l'ai dit, les applications de la fabrication additive polymère les plus courantes dans les biens de consommation. Mais il existe aujourd'hui bien d'autres applications
par exemple des lentilles, des lunettes, des pièces de vélo, des objets décoratifs comme des lampes, du mobilier, etc., etc. Ces exemples d'applications illustrent également les perspectives et les grandes tendances sur le marché de la fabrication additive. L'adoption de la fabrication additive pour les produits de série est indéniablement liée à la capacité des technologies de réduire ses coûts tout en améliorant l'automatisation des flux de travail. Alors, on va voir chacune de ces grandes tendances les unes après les autres, sans ordre particulier. Pour parler d'abord de la réduction du coût des pièces imprimées, cette réduction elle est déterminée par plusieurs facteurs, tels que les matériaux qui sont nécessaires, le temps de production par pièce, et puis le type de machine et de procédé utilisé. Mais encore par l'optimisation de la fabrication qui passe par les logiciels et par une meilleure reproductibilité, une meilleure fiabilité et une meilleure efficacité des procédés et des processus. L'histoire de la fabrication additive, c'est d'ailleurs une histoire de valeur ajoutée. L'optimisation de la conception se traduit par des performances, des économies de poids, des gains en temps et des avantages pour la chaîne d'approvisionnement. Des avantages qui sont impossibles ou très difficiles à obtenir avec les méthodes de fabrication traditionnelles. Au fur et à mesure que les coûts d'impression diminuent, la capacité de la fabrication additive à concurrencer le procédé d'injection, de moulage par injection par exemple, augmente, ce qui induit le développement des utilisations de la fabrication additive pour la production de pièces finales. La deuxième tendance, c'est la personnalisation. Alors, plus que de tendance, c'est une particularité de la fabrication additive. C'est une capacité la capacité de la fabrication additive à fournir des produits en masse, personnalisés. Et c'est un des moteurs de l'adoption de la fabrication additive. De nombreuses entreprises indiquent miser sur la demande accrue de biens personnalisés, voire hyper personnalisés sur des marchés concurrentiels. On a vu l'exemple juste avant d'Attel. Les dispositifs médicaux, c'est typiquement la caractéristique qui est utilisée. C'est un point important pour donc, le secteur médical, c'est cette personnalisation du produit. Ça l'est également, par exemple, dans le domaine de l'équipement pour le sport. La personnalisation, c'est aussi obtenir des matériaux aux propriétés les plus personnalisables et adaptés à toutes sortes d'applications. Et donc, ça génère également un certain nombre de développements du côté des matériaux. On va y revenir ensuite. Troisième tendance, la durabilité. Dans un contexte de sensibilisation, d'exigence pour réduire les impacts du changement climatique et lutter contre ce changement climatique, eh bien, la fabrication additive a sa part à prendre. Et elle n'est pas en reste sur ce sujet. Donc la fabrication additive doit être durable et en particulier, ces matériaux se doivent d'être durables maintenant, recyclables et même biodégradables. La durabilité, les économies de matières premières et la réduction des déchets ont de toute façon été toujours des atouts mis en avant par la fabrication additive pour faire sa promotion. Les cabinets spécialisés, ceux qui font des études, comme on a présenté au début, prévoient aussi des investissements dans la fabrication additive pour réduire les consommations d'énergie, les déchets et le temps de cycle pour le développement de nouveaux produits et la production en petite et moyenne série. Donc, ça fait partie des avantages toujours mis en avant pour la fabrication additive. Quatrième tendance, l'automatisation. L'augmentation d'une production industrielle
imprimé à des milliers ou des millions d'exemplaires nécessite un processus d'impression répétable, rationalisé, ce qui accroît le besoin d'automatisation. Les logiciels permettent d'automatiser différentes étapes du processus, de la préparation des fichiers à la génération des structures de support, en passant par l'optimisation de l'empilement jusqu'au post-traitement. Cela génère donc tout un processus de fabrication numérique complet, et plusieurs entreprises de services proposent et ont lancé des plateformes logicielles qui permettent d'automatiser, d'une part, chacune des étapes et les processus d'impression, et d'autre part, toute la chaîne numérique de la fabrication additive. On verra un exemple tout à l'heure. Autre tendance observable, c'est la mutation des chaînes d'approvisionnement, qui vient aussi d'ailleurs en lien avec l'automatisation, et qui est de plus en plus visible depuis la crise sanitaire qui a accéléré ce mouvement. Puisque pendant la crise sanitaire, on a vu la fabrication additive aider à pallier aux difficultés d'approvisionnement sur certains marchés. On peut prendre pour exemple Stratasys qui a produit avec l'aide de plusieurs partenaires partout dans le monde plus de 100 000 masques pour les hôpitaux et le personnel médical. La fabrication additive continue aujourd'hui de jouer un rôle important dans la gestion des chaînes d'approvisionnement. Elle est notamment exploitée pour supprimer le besoin de stock de pièces de rechange et pour produire rapidement des pièces et composants supplémentaires si nécessaire, ce qui permet de mieux gérer les stocks, les volumes de déchets et donc les coûts. On retrouve aussi ces problématiques, ces questions de gestion de stock pour certains marchés de niche comme les véhicules automobiles anciens, par exemple. Certaines entreprises évoluent aujourd'hui vers de la fabrication distribuée et locale pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. C'est le cas par exemple de Decathlon qui propose un service après-vente qui fournit des pièces détachées imprimées pour réparer les produits partout en Europe, grâce à un réseau de partenaires. Donc, il suffit d'aller sur le site de Decathlon, le SAV Decathlon, et vous pouvez demander à obtenir une pièce pour réparer un produit que vous auriez acheté dans un des rayons de Decathlon. Et Decathlon a pour principe d'imprimer les pièces au plus près de la demande. Et donc, il a un réseau de partenaires dans les différents pays pour imprimer les pièces et les transmettre à ses clients. Le dernier point, c'est évidemment la sécurité des données, donc la dernière tendance. L'intégrité des données devient également une priorité pour les entreprises qui adoptent la fabrication numérique et donc en plus de la sécurité des données. Donc ça va avec aussi l'automatisation de la chaîne de production et la digitalisation. Étudions donc comment se traduisent ces grandes tendances en ce qui concerne d'abord les technologies et puis on verra par la suite les matériaux, polymères et puis ensuite et également tout ce qui est services et procédés attachés à la fabrication additive. Tout d'abord, de manière générale, plus générale, un aperçu du niveau de maturité des technologies de fabrication additive polymère aujourd'hui. Donc, c'est un document issu du cabinet de conseil spécialisé en fabrication additive AM Power, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Ce sont donc les technologies de frittage de poudre type SLS ou multi-jet fusion dont on a parlé, qui dominent le marché en volume parce que les matériaux présentent de bonnes propriétés. Mais il semble qu'il n'y ait pas forcément d'évolution significative récente en ce qui concerne les technologies et les matériaux sur ces procédés, notamment en termes de rapidité. On n'a pas gagné beaucoup en rapidité encore, ou en tout état de cause, pas encore suffisamment. Les technologies d'extrusion ou dépôt de matière ont peu d'applications en volume,
puisqu'ici, je vous le rappelle, il s'agit de parler de fabrication additive qui s'industrialise et donc plutôt de la production petite série. Donc, les technologies d'extrusion ou de dépôt de matière ont encore peu d'applications en ce domaine et restent principalement sur des applications plutôt prototypage encore et outillage. Les technologies photopolymères présentent, elles, une bonne dynamique aussi en raison des bonnes propriétés obtenues par les pièces. Par contre, eh bien, il y a encore des problématiques en termes de durabilité à gérer pour que ces technologies soient adaptées à la production en série. Quelques illustrations maintenant des développements récents en fabrication additive polymère. Alors, tout d'abord, mon premier exemple, c'est un exemple d'une machine développée par Cubic 3D et qui illustre la mise à l'échelle de la fabrication additive pour une production industrielle de série. C'est un des objectifs aujourd'hui des constructeurs de machines, cette mise à l'échelle pour des productions série. Au fur et à mesure que la demande en pièces imprimées de grande taille et que le besoin de matériaux diversifiés se développe, l'intérêt augmente pour ces machines de grande dimension et certaines sont alimentées avec des granulés, même plutôt qu'avec des poudres ou des fils. C'est le cas pour cette machine Queen One qui est illustrée ici. C'est une machine d'impression destinée donc à la production en série et en grand volume, donc pour de grandes pièces. Vous avez un exemple juste en dessous, la machine. Et elle transforme des granulés et permet une vitesse d'impression élevée. Et donc, elle repose sur un procédé propriétaire qui a été baptisé Variable Fused Granular Fabrication et qui permet donc d'imprimer aussi des pièces complexes à haute résolution localisée, c'est-à-dire que la buse a un diamètre variable qui permet donc de localement imprimer en plus haute résolution. Donc en surface, on va par exemple imprimer en haute résolution, alors qu'à l'intérieur de la pièce, on aura une moins bonne résolution. Pour gagner en productivité et également en coût. Deuxième exemple avec des technologies de fabrication additive volumétrique qui permettent une impression directe et instantanée en 3D. Donc, on n'imprime plus couche par couche, mais on imprime l'intégralité de la pièce. Donc, ça a été développé pour améliorer donc la productivité des machines et ces technologies permettent d'augmenter les vitesses d'impression en exploitant des sources lumineuses pour imprimer globalement la pièce en 3 dimensions et plus couche par couche. Donc, un exemple avec la société allemande Xolo qui a développé donc un procédé qu'elle a appelé xolographie et dans laquelle une zone d'impression plane se déplace à grande vitesse et en continu à travers un réservoir de photopolymère. La machine d'impression est capable, selon la société, de produire des pièces selon leur dimension entre 20 secondes et environ 5 minutes. Un dernier exemple de procédé, c'est le procédé STEP pour Selective Electrophotographic Thermoplastic Process, qui est un procédé en 3 étapes développé par la société américaine Evolve Additive Solutions. C'est un procédé encore propriétaire qui associe fusion sur lit de poudre, laminage de feuilles et impression laser 2D. Donc, c'est un procédé, comme je l'ai dit, en 3 étapes, avec une étape d'imagerie, une étape d'alignement et une étape de fusion.
Et la société annonce un rendement et une qualité similaires à ce qu'offre le procédé de moulage par injection. Quelques exemples maintenant dans les développements de matériaux. En matière de réduction de coûts d'abord, la société polonaise Alpha Powers a mis au point un procédé de sphéroïdisation qui permet de convertir des poudres thermoplastiques traditionnelles en poudre optimisée pour le fritage de poudre. Ce procédé s'appelle Sphéro Nano. Donc c'est l'exemple présenté ici. Et on peut réduire donc les coûts avec cette machine, mais on ouvre aussi de nouvelles perspectives en offrant la possibilité d'utiliser des matériaux plus diversifiés en termes de propriétés. Pour améliorer les propriétés des pièces encore, on peut prendre l'exemple de Freeform Composite en Australie, qui a développé un matériau composite carbone imprimable et un procédé de projection de liants associés. Ce procédé est juste en cours de commercialisation. Donc le lancement se fait aujourd'hui et la société cherche des partenaires d'ailleurs pour financer le lancement de la commercialisation. Les pièces obtenues sont bien plus légères que les pièces métalliques similaires et présentent une excellente résistance mécanique, selon les travaux publiés par la société Freeform Composite. Pour illustrer les développements en termes de durabilité, d'amélioration de la durabilité, de la circularité des matériaux polymères imprimables, eh bien, on a proposé ici 3 exemples également. Donc, la société Reflow aux Pays-Bas, qui s'est spécialisée dans les fils recyclés pour le dépôt de fils. Donc, elle a participé notamment à un projet européen qui s'appelle Duraprint et qui avait pour but de développer des fils en PETG recyclés, issus du recyclage d'emballage alimentaire en PET difficile à recycler. On peut citer également Greenfield 3D en Pologne, qui a développé un fil PLA et son de blé, issu de résidus de l'agroalimentaire. Troisième exemple proposé ici, c'est le projet Vitrimore avec la société Leakcrate, encore une société aux Pays-Bas, qui a développé une résine photopolymère biosourcée. Comme indiqué avec un certain nombre de résidus ou de déchets ou de coproduits agricoles. Huile de soja, coque de noix, de cajou, carapace de crevettes et algues. Pardon. Quelques exemples enfin pour la fabrication additive polymère en ce qui concerne les logiciels, les services et les procédés de finition associés. D'abord, en ce qui concerne les logiciels et les plateformes dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, donc, comme je l'ai dit, la tendance est à la centralisation et aux plateformes numériques qui permettent le regroupement de l'ensemble de la chaîne numérique nécessaire à la fabrication additive. Ces plateformes, comme on l'a vu, peuvent intégrer toutes les étapes de la gestion des commandes au post-traitement, en passant par la création et la gestion du fichier numérique, l'impression et la gestion des matériaux, le post-traitement, etc., etc. Les premières offres sont déjà disponibles sur le marché et permettent de rationaliser les lignes de fabrication additive, d'augmenter les rendements et la flexibilité, réduire les coûts et les interventions humaines. Ça, ce sont tous les avantages que ces entreprises qui développent ces plateformes mettent en avant. À titre d'exemple, aux Pays-Bas, la société AMFlow a développé un tel écosystème qui est présenté ici et qui s'intègre dans des lignes de production existantes pour automatiser la production
et les processus associés. Elle peut même gérer les robots mobiles autonomes. En Pologne, on a aussi un autre exemple de moindre dimension qui est Smart Zavod, qui est elle une entreprise qui propose, qui a développé une machine d'impression hybride qui vous est présentée ici. Cette machine est entièrement automatisée. Elle sert pour le prototypage de pièces. Mais avec cette machine, elle a développé, comme vous pouvez le voir, des services d'impression via une plateforme web pour les clients. Donc, ils peuvent directement configurer et contrôler la machine eux-mêmes à distance. Donc, c'est le client qui va lancer l'impression et ça peut aller jusqu'à faire l'extraction des pièces. Enfin, il y a un autre domaine, mais qui devrait faire à lui seul un sujet d'étude et une analyse de veille, donc à lui tout seul, c'est le cas du post-traitement. Donc ici, j'ai préféré le traiter en un seul point, tellement il y avait de choses à dire. C'est ce secteur les procédés de post-traitement sont un secteur particulièrement dynamique depuis quelques mois, puisque l'amélioration de la qualité et de la finition des pièces est incontournable pour avoir des pièces finales acceptables. Donc, ces traitements, ces post-traitements, c'est toute la finition, c'est-à-dire les opérations de nettoyage, de dépoudrage, d'enlèvement des supports, de séchage, de mise en peinture, de vernissage, etc. Donc, comme je l'ai dit, un sujet d'étude à lui tout seul. Passons maintenant aux autres secteurs de la fabrication additive. Quand on regarde du point de vue des matériaux, donc on va d'abord traiter de la fabrication additive métal. Les procédés de fabrication additive métal sont aussi nombreux et le marché est très concurrentiel. Ce sont les procédés de fusion sur lit de poudre par laser ou par faisceau d'électrons et certaines technologies de dépôt par énergie directe qui ont atteint une utilisation industrielle et qui sont les plus matures. Les spécialistes du secteur annoncent cependant que la projection de l'ion pourrait dépasser la fusion de lit de poudre en termes de marché dans les 10 ans. Les secteurs les plus consommateurs de ces technologies sont bien sûr l'aérospatial, l'automobile et le secteur médical dont on a déjà parlé. Selon l'entreprise Fatom, le développement de nouvelles générations de véhicules électriques devrait stimuler également l'utilisation de la fabrication additive métal dans le secteur automobile. Donc, un secteur à garder à l'œil pour ceux qui s'intéressent à la fabrication additive métal. Voici 4 exemples de développement récents. D'abord, je vous propose l'exemple de la société Rosotics, une société américaine qui a développé une machine d'impression rapide par induction pour la production de grandes pièces, de grandes structures. On a également en dessous des chercheurs du NIST notamment qui ont développé une méthode basée sur la diffraction des rayons X à grande vitesse pour prédire et contrôler les caractéristiques des pièces métalliques imprimées. Donc ça, c'est un gros sujet pour le secteur de la fabrication additive métal, de pouvoir contrôler ce qu'il se passe à l'intérieur du matériau. On a également la société Goodfellow Cambridge. Alors là, on va illustrer les développements en matière de matériaux. Donc, c'est un producteur de métaux qui a mis au point des poudres d'alliage personnalisées pour la fabrication additive métal. Et puis, concernant encore des technologies, eh bien, Xways, donc un développement d'Xways 3D, donc une entreprise chinoise qui commercialise une machine qui permet d'imprimer des pièces à l'échelle
du micron. Cette machine combine un lit de poudre métallique ultra fine, une technologie d'alimentation propriétaire et un laser de haute précision, ce qui lui permet d'imprimer des structures complexes avec une précision de l'ordre de 2 à 5 microns en fonction de l'épaisse et qui permet d'obtenir une rugosité de surface ultra faible et qu'elle avance, ce qui permet d'éviter d'utiliser des techniques de post-traitement trop importantes. Enfin, avant de conclure, un rapide aperçu de 2 autres segments de la fabrication additive qui se développent également beaucoup. Tout d'abord, la fabrication additive céramique, un marché de niche en forte croissance. C'est un marché qui est considéré encore comme un segment relativement nouveau par rapport à l'impression 3D métal ou l'impression 3D polymère. Cependant, il se caractérise par une augmentation importante du nombre de machines et de procédés, à l'image de l'exemple présenté ici du procédé nanoparticle jetting de XJet. C'est un procédé qui permet d'imprimer des pièces non pas à partir de poudre, puisque les technologies de fabrication additive céramique sont des technologies utilisant des poudres. Donc ici, on n'utilise pas de poudre, mais des encres céramiques. Et d'ailleurs, la machine peut aussi faire de la 3D métal avec des encres métalliques. L'un des leaders à suivre sur le marché de la fabrication additive céramique, c'est la société autrichienne Litose. Donc c'est un marché très concurrentiel et qui devient très concurrentiel. Il existe aussi 2 acteurs français importants qui sont 3D Ceram et Prodways. Derniers exemples présentés aujourd'hui, ça va être des exemples pour l'impression 3D béton, qui prend également beaucoup d'ampleur dans 2 marchés principaux, qui sont le bâtiment et les infrastructures. Donc les trois exemples présentés ici l'illustrent avec un escalier imprimé pour accéder à un pont en Écosse. Un autre exemple d'application avec des maisons entièrement imprimées en béton avec un procédé propriétaire et qui se trouve à Reims. Donc les 5 premières maisons ont été inaugurées l'année dernière. Et puis, pour illustrer les technologies, vous voyez en dessous une imprimante 3D béton. Également, vous retrouvez une liste d'acteurs importants et donc une liste d'acteurs importants dans le domaine. Donc pour ce qui est de la France, on a Batiprint, Construction 3D notamment, qui se sont illustrés par des applications qui ont fait l'objet de publications sur notre plateforme de veille. Alors, en conclusion, déjà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Dans le cadre de ce webinaire, eh bien, le temps est limité. Donc, pour compléter toutes les informations présentées cet après-midi, eh bien, je vous invite à venir sur la plateforme de veille Polymédia où vous retrouverez plein d'autres documents relatifs à ces développements dans la fabrication additive, que ce soit dans la fabrication additive polymère ou les autres fabrications additives dont on a parlé. Et puis, sur la plateforme de veille Polymédia, mais également sur le rapport de veille qui va être publié dans quelques jours et qui recense de manière bien plus exhaustive que ce que je viens de faire, eh bien, ces innovations sur le marché de la fabrication additive. Alors, que peut-on dire pour conclure? La fabrication additive en 2023, eh bien, certes, une popularité
croissante et une industrialisation en marche, on peut le dire désormais pour les petites séries, grâce à des atouts qu'on a évoqués, mais aussi, et c'est important de le rappeler, quelles sont les conditions et les besoins encore qui existent aujourd'hui, les besoins en développement, que la fabrication additive, quels sont les progrès que la fabrication additive doit faire pour poursuivre son industrialisation. Eh bien, on a d'abord la réduction des coûts de production, mais pas seulement, les coûts globaux finalement de la fabrication additive, qui reste encore une des technologies chères, même si tout dépend des procédés utilisés et des matériaux et des applications, évidemment. L'amélioration de la productivité des machines, on en a parlé. Un des critères d'ailleurs, c'est la rapidité. La rapidité des machines est importante et capitale pour l'industrialisation et la possibilité d'utiliser ces technologies en substitution d'autres technologies plus traditionnelles en plasturgie et composite. L'amélioration des matériaux en termes de propriété et en termes de coût, l'optimisation et l'automatisation des post-traitements et de la finition, donc des opérations qui sont coûteuses en main-d'œuvre, souvent. Et puis également, on peut parler des développements de l'intelligence artificielle pour aider à la conception et au design des pièces. Il y a déjà des développements de la même manière. Vous pouvez en retrouver sur notre plateforme de veille. Et puis, pour clore cette présentation, j'ai illustré cela par l'exemple du Fab Lab de Decathlon, hein, simplement parce que le Fab Lab de Decathlon a été monté il y a 6 ans et qu'en 6 ans, eh bien, Decathlon expliquait ce qu'il faisait avec la fabrication additive. Et c'est une société qui utilise la fabrication additive pour la conception, pour le prototypage, mais également pour la production de pièces. Alors, on trouve, et ce Fab Lab de Decathlon produit des petits composants pour des applications finales commercialisées, hein, donc des produits qu'on trouve en magasin, des pièces pour améliorer les outils de production ou les outils de travail en interne. Des témoignages ont cité des présentoirs dans les magasins de Decathlon, et puis également des pièces de rechange pour le SAV. On a en fait un petit peu une utilisation qui fait le lien avec ce que j'ai dit précédemment, d'où le choix de cet exemple. Mais il y en aurait bien d'autres. Voilà, je suis arrivée au terme de cette présentation sur la veille technologique autour de la fabrication additive. Je vous propose de retrouver, comme je vous l'ai dit, les informations et les documents présentés sur la plateforme de veille, ainsi que le rapport complet, puisque ici, il ne s'agissait que d'une synthèse de cette étude. Je reste à disposition. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez nous les transmettre et puis nous essaierons de vous répondre rapidement s'il y en avait. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et bien sûr, n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme de veille d'IPC, Polymédia, pour retrouver tout ce dont on a parlé cet après-midi, mais également pour mettre en place vos propres thématiques de veille. Si vous n'avez pas de code d'accès, n'hésitez pas à nous contacter pour nous en demander. Merci beaucoup. Au revoir.